Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings des œuvres abordées dans cet épisode sont la violence domestique, la cruauté envers les animaux, le meurtre, l'alcoolisme, la détresse psychique. Je parlerai de façon sobre, sans détails graphiques et en me concentrant sur la littérature, la voix, la structure et les enjeux éthiques. Aujourd'hui, j'ai choisi de revisiter un grand classique qui est pour moi l'un des meilleurs, ceux d'Edgar Allan Poe. J'ai choisi parmi ces innombrables nouvelles Le cœur révélateur et Le chat noir. Si tu veux comprendre comment la littérature fabrique la culpabilité, tu mets Poe sur la table et tu écoutes comment ces narrateurs respirent. Le cœur révélateur et Le chat noir ne sont pas seulement deux histoires de meurtre. Ce sont deux monologues d'aveu où le « je » tente de se justifier, s'échauffe, s'enlise, puis s'accuse lui-même. Sans enquêteur génial ni machinerie policière. L'enquêteur, c'est le lecteur. L'arme du crime, ce n'est pas tant un couteau ou une hache qu'un langage qui se noue autour du cou du narrateur. Ce sont aussi deux études jumelles du sensorium. L'une est gouvernée par l'oreille, battement de cœur, des pas, des silences saturés. L'autre par l'œil, un regard persécuteur, une tache blanche, une silhouette. Poe ne se contente pas de dire qu'un homme devient fou. Il compose une partition où la syntaxe, le rythme, l'obsession d'un détail et la topographie de la maison fabriquent la folie en direct. C'est cette mise en scène de l'esprit qui fait la modernité du texte. La violence est moins spectaculaire que psychique, et l'horreur naît dans la conversation entre la voix et l'espace. 3 points communs à garder en tête pendant tout l'épisode. Ces récits sont adressés. Le narrateur te parle comme à un juge invisible, veut prouver sa santé d'esprit, avance des preuves qui le trahissent lui-même. Cette rhétorique de la justification est le moteur. La maison est un dispositif, pas un décor. Chambre, plancher, cave, chaque lieu impose un régime sonore et visuel. La fin n'est pas un twist extérieur. C'est le narrateur qui fabrique sa propre arrestation. Chez Poe, la justice n'entre pas. Elle est convoquée par le texte. Avant de plonger, un mot sur la réception contemporaine. Oui, ces nouvelles contiennent des violences qui passent mal aujourd'hui, en particulier la cruauté animale dans Le chat noir. Les lire sans voyeurisme, c'est possible. On observe les mécanismes moraux, donc ici la perversité, dont Poe parle d'ailleurs. On refuse l'ornement du sordide et on écoute comment la langue passe du déni à l'aveu. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Commençons par Le cœur révélateur, qui est pour moi la musique de la culpabilité. Le texte s'ouvre sur un défi, celui du « je ne suis pas fou ». C'est une porte immédiatement battue par ses propres charnières. Poe sait qu'aucun diagnostic ne convainc comme une démonstration. Au lieu de prouver sa raison par des arguments, le narrateur la prouve par son acuité sensorielle. J'entends mieux que vous, par exemple. C'est-à-dire déjà par une exagération. D'entrée, le langage se met à pulser. Les phrases se raccourcissent, l'italique pour la version VO, les tirés, les répétitions. Tout donne l'impression d'un rythme psychologique. On n'est plus dans une description extérieure, on est dans la pulsation. La construction est d'une simplicité admirable. Une semaine de veille nocturne face à un vieil homme dont l'œil de vautour obsède le narrateur. La nuit de l'acte, puis la visite des policiers et la confession arrachée par un battement que lui seul entend. Ce qui tient l'attention, c'est la manière dont Poe fait monter la pression avec presque rien. Les 7 nuits sont un exercice d'épure. Gestes répétés, porte entrouverte, rayons de lumière, respiration contrôlée. C'est du rituel. Chaque nuit impose un millimètre de plus. Le lecteur s'y coulisse sans effort. Les verbes sont corrects, le son de la montre enveloppée dans du coton, les gonds qui ne grincent pas. On est dans la technique de l'intrusion. La nuit finale renverse ce dispositif. Ce n'est pas le narrateur qui dirige, c'est le cœur, ou plutôt la perception qu'il en a. Poe laisse volontairement le doute. Est-ce le cœur du vieil homme?
Est-ce un bruit mental, une hallucination auditive née de la panique? Peu importe la réponse clinique, l'effet littéraire est là. Le son devient personnage, il envahit, domine le texte. Ce basculement de contrôle, donc ici le « je maîtrise tout » puis le « je suis maîtrisé par un bruit » est la clé du récit. D'un point de vue d'écriture, c'est une solution d'une élégance folle. Tu donnes au lecteur une proie sensorielle unique, ici le battement, et tu fais croître jusqu'à l'insupportable. Tout le reste, la dissimulation sous le plancher, l'arrivée calme de la police sert d'isolant pour que le son résonne encore plus fort. La scène avec les policiers est presque comique si l'on isole la logique. Le narrateur est parfait. Il parle, il répond, il offre une chaise, il place sa propre chaise au-dessus du plancher condamné. Geste théâtral sublime. Et tout irait bien si son oreille ne le trahissait pas. Il ne supporte pas l'idée qu'eux n'entendent pas ce que lui entend. Il se persuade que leurs bavardages sont une moquerie, qu'ils se jouent de lui et qu'ils savent. En réalité, rien n'indique qu'il sache. Lui sait, et cela suffit. La confession jaillit alors comme une délivrance. Littéraire autant que morale, dans ce texte, l'arrestation n'est pas le triomphe de la police, c'est la victoire de la conscience, ou de l'obsession qui s'autodévore. La beauté triste de la fin, c'est qu'elle confirme notre intuition initiale. Je ne suis pas fou se transforme en preuve du contraire par la musique même de la phrase. Techniquement, que retenir quand on écrit? Que le son peut être l'axe d'un récit, qu'un rituel répété donne un tempo, que le point de vue serré, par exemple quand on ne quitte jamais la tête du narrateur, rend l'espace lisible et la folie partageable. Et surtout que la culpabilité s'écrit mieux par un geste volontaire que par un serment. Poe choisit la physiologie contre l'abstraction. Le cœur bat, donc la langue lâche. Passons maintenant au Chat Noir, une œuvre où la perversité est loi. Même dispositif de monologue et même assurance initiale, avec du « je vous dirai la vérité ». Autre pente. Ici, l'obsession n'est pas un œil extérieur, c'est un démon intérieur que Poe appellera d'ailleurs l'esprit de la perversité. Cette impulsion incoercible qui pousse à faire exactement ce qu'on sait condamnable parce que c'est condamnable. Le narrateur se présente d'abord comme doux, ami des bêtes, puis l'alcool entre. Trouble, fissure. Ce glissement, Poe le règle par un lexique moral. Le premier pas franchi, l'habitude de mal faire, la dégradation progressive. Pas besoin de surcharge. 2 ou 3 scènes charnières suffisent à reconfigurer le personnage. C'est le contraire d'un portrait clinique. C'est une déontologie qui s'écroule. Je ne reviens pas en détail sur les actes eux-mêmes. Trigger warning oblige, cruauté animale, puis violence domestique, puis meurtre. Ce qui nous intéresse, c'est comment Poe scénarise la descente. D'abord, un geste irréversible qui modifie le regard du narrateur sur lui-même et sur l'animal. Ici, la perte d'un œil. Tout le texte ensuite tournera sur la question du regard. Ensuite, une scène d'exhibition. Son crime exige un spectacle. Il attache, il montre, il prouve. Puis un châtiment symbolique, l'incendie, dont le narrateur refuse la lecture divine tout en la mettant en scène. Sur le mur calciné, l'ombre d'un chat pendu apparaît. Figure hallucinée ou hasard que l'esprit transforme. Poe avance sur une ligne d'ambiguïté. Rien ne te force à croire au surnaturel. Tout encourage à penser comme un esprit superstitieux. Le second chat est un double. Même pelage noir, tache blanche, qui grandit jusqu'à prendre la forme d'un gibet. Ce détail obsède autant que l'œil du vieil homme dans l'autre nouvelle. Sauf qu'ici, la vue n'est pas un organe du lecteur. C'est l'instrument de la persécution intérieure. Le narrateur lit partout le signe de la condamnation. Le texte superpose 3 plans. Premièrement, un homme violent qui fabrique sa chute. Deuxièmement, un imaginaire moral, châtiment, présage, qui colore chaque perception. Troisièmement, une maison qui devient un piège. La scène finale résonne évidemment avec le cœur révélateur. Une cave, un mur, une visite de la police, des réponses calmes, un geste de trop. Dans l'autre nouvelle, l'oreille trahit. Ici, c'est la main et la voix. Le narrateur, par vanité, tape sur le mur derrière lequel il a emmuré le corps, pour prouver la solidité de sa maçonnerie. Il sonne sa propre condamnation littéralement. Le cri qui répond, on sait d'où il vient, remplace les battements du cœur. Le son signe la justice. Poe reprend donc la même dramaturgie de l'auto-incrimination, mais en l'inversant. Ce n'est pas la conscience qui bat, c'est le monde qui répond à un geste de défi. D'un point de vue d'écriture, on dirait dans
Le cœur révélateur, le son vient d'en dessous, intime, intérieur. Dans Le Chat Noir, le son vient de l'intérieur du monde, réalité et matière. Le nœud thématique, tu l'entends, Poe n'écrit pas la folie comme excuse. Il écrit la perversité comme tentation morale, l'action de faire l'irréparable parce que c'est l'irréparable. L'alcool joue le rôle d'un catalyseur, pas d'un alibi. Le chat, figure gothique du noir et de l'ambiguïté, n'est pas un démon objectif. C'est un miroir où le narrateur projette ses peurs. La seule loi encore active est celle du symbole. Tache en forme de gibet, silhouette sur un mur, crypte qui renvoie un cri, Poe compose un monde où les signes parlent, parce que la langue du narrateur veut entendre ces signes. Sur le plan éthique, c'est un texte difficile. La cruauté envers l'animal est insoutenable si on la détaille. Poe, déjà, refuse les gros plans. Il suggère, coupe, montre ensuite les conséquences. Remords, superstition, incendie, deuxième chat. C'est une ligne que je défends aussi en lecture. On peut analyser la structure sans faire de la douleur un objet de fascination. Et c'est dans cette structure que le texte dit quelque chose d'utile aujourd'hui. L'horreur domestique se nourrit de petits renoncements. J'ai bu, c'était un accès, puis d'une mise en scène du pouvoir, puis d'une rationalisation. Ce mécanisme, Poe l'articule à nu. Mettons maintenant les deux textes l'un sur l'autre comme deux transparents. Au niveau de la voix et du cadrage, même type de monologue adressé, même faux calme syntaxique qui se fissure. Même tendance à faire de l'auditeur un complice, puis un juge. Différence majeure, le cœur révélateur est une étude de procédure, préparation, exécution, dissimulation, qui dégénère en crise auditive. Le Chat Noir est une chronique de dégradation morale, qui s'achève en défi à la matière, mur frappé par exemple. Et en réponse du monde, un cri. En termes de construction, deux modèles de trajectoire. L'une verticale, avec les pics de son, l'autre en spirale, avec retour du signe et du double. Au niveau du sensorium, l'oreille versus l'œil, on l'a dit, mais derrière, deux épistémologies. Dans Le cœur révélateur, le narrateur sait par le son. La pulsation prouve la vie, donc l'urgence, donc la trahison. Dans Le Chat Noir, il sait par la vue. La tâche prouve le destin, donc la hantise, donc l'inévitable. Côté écriture, c'est très précieux. Choisis un sens dominant et fais-lui porter l'argument du personnage. Concernant l'espace, la chambre et le plancher d'un côté, la cave et le mur de l'autre. Deux matières de construction de huis clos qui deviennent pièges. Plancher égale horizontalité dissimulatrice, on cache en dessous, on s'assied dessus. Le mur, verticalité triomphante, on maçonne, on tape, on exhibe. En pratique, pense à ton espace comme à une mécanique. Qu'est-ce qu'il autorise et qu'est-ce qu'il dit? Au niveau de la moralité, ni prêche ni absolution. Poe construit une logique de l'aveu, la culpabilité qu'on appelle conscience, obsession ou date du jugement. C'est d'une propreté dramatique impressionnante et c'est reproductible, mais sans imiter les meurtres. On peut écrire un texte où l'aveu porte sur une trahison, un mensonge, un abus de confiance, etc. Tant que la mécanique, voix, son, signe tire la route. Au niveau de l'éthique, Poe n'est pas un catalogue d'atrocités. Son réalisme est allusif. Il montre, puis il s'arrête. Il travaille l'après, donc sur la peur, les remords, la superstition et le déni. C'est une boussole robuste qui, si tu écris aujourd'hui, pas d'érotisation du choc, pas de complaisance. La fonction dramatique d'abord et les conséquences ensuite. Au niveau de la langue, rappelle-toi à quel point la porosité compte. Phrase courte pour la montée, anaphore, tiré qui simule l'apnée, répétition qui imite le toc-toc. Tu peux obtenir une intensité forte sans pour autant y inclure des images gore. C'est le rythme qui fait trembler et pas l'inverse. Edgar Allan Poe est, comme tu t'en doutes, mon auteur préféré. C'est lui qui m'a donné le goût au macabre et à la littérature. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ces textes sont encore actuels en 2025 et pourquoi est-ce qu'ils continuent de nous faire rêver, ou plutôt cauchemarder. Donc pourquoi est-ce que ces textes tiennent encore la route? Parce qu'ils posent 3 questions qui n'ont pas vieilli. Qu'est-ce qu'un aveu? Pas un discours moral, mais un accident de langage produit par la pression d'un signe. Battement, tâche, peu importe. On ne confesse pas parce qu'on veut racheter, on confesse parce qu'on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'une maison? Ce n'est pas un décor gothique, un instrument qui dirige les gestes, donc ici, une trappe, un mur, une cave, un couloir. Nos récits contemporains de huis clos n'ont rien inventé.
Poe avait déjà réglé l'idée d'une architecture agissante. Puis ensuite, qu'est-ce que voir ou entendre? Ce ne sont pas des sens neutres, ce sont des arguments. Chacun prouve ce qu'il veut prouver. Le lecteur d'aujourd'hui reconnaît là nos bulles d'infos. On sélectionne le signe qui confronte la mythologie qu'on se raconte. Je referme cet épisode avec une idée simple. Poe reste puissant parce qu'il a compris que la peur la plus durable est rythmique et circulaire. Dans Le Cœur révélateur, elle bat sous le plancher. Dans Le Chat noir, elle regarde depuis une tâche. Dans les deux cas, la langue s'ajuste. Plus rapide, plus syncopée, plus répétitive quand l'obsession monte. Et quand elle monte, elle déloge les sens. On finit par parler pour se sauver et l'on se perd dans sa propre parole. C'est à la fois terrible et profondément littéraire, l'aveu comme effet secondaire de la musique. Lire ces nouvelles aujourd'hui, ce n'est pas se repaître d'horreur. C'est d'écouter comment un texte peut faire d'un signe minuscule un ouragan moral. Si tu écris du domestique sombre, du huis clos, de l'horreur réaliste, Poe te donne la méthode pour tenir une scène sans lèse-humanité, en faisant confiance au rythme, à l'espace et à la logique du geste de trop. Voilà pour cet épisode consacré à deux œuvres majeures de Edgar Allan Poe. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me faire ton petit retour dans les commentaires. Si tu souhaites poursuivre le débat avec moi ou me proposer d'autres œuvres à présenter, n'hésite pas à m'en faire part sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Encore merci pour ton écoute et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.